Dans cette deuxième partie, nous allons parler de la place des donneurs et donneuses de soins dans la petite enfance. Nous entendons par donneurs et donneuses de soins toutes les personnes qui s'occupent des enfants de 0 à 6 ans. Ces personnes peuvent être des professionnels de petite enfance en accueil individuel ou collectif, des enseignantes et enseignants de maternelle, mais aussi des parents. Il y a plusieurs mécanismes perceptifs et conceptuels qui sont mis en jeu dans la catégorisation sociale et ils jouent un rôle dans la catégorisation de genre, mais aussi dans la catégorisation par âge, par langue ou par ethnie. Et donc, quand on parle de la catégorisation de genre, on sait que le premier mécanisme qui est mis en jeu est plutôt perceptif. Et donc, le premier pas là est que les enfants commencent à se rendre compte qu'il y a des traits qui diffèrent de façon systématique entre les visages de femmes et ceux d'hommes. Et par exemple, si on leur présente un visage de femme à côté d'un visage d'homme, ils préfèrent, donc ils regardent plus le visage de femme. Cette préférence n'existe pas à la naissance, donc on l'attribue à leur expérience pendant les premiers mois de vie et au fait qu'ils sont plutôt intéressés à ce qui est plus familier pour eux. Et donc on sait que pendant les premiers mois de vie, les nourrissons passent beaucoup plus de temps entourés des femmes. Donc entre 6 et 12 mois, cette capacité perceptive devient de plus en plus complexe, donc ils arrivent à catégoriser d'un côté les visages de femmes et d'un autre côté les visages d'hommes. Et aussi, ils ont des attentes. Donc par exemple, s'il y a un visage de femme qui leur est présenté, ils attendent qu'il parle avec une voix de femme. Donc ça veut dire pour nous qu'ils commencent à avoir des catégories intermodales, donc qui associent des stimuli auditifs avec des stimuli visuels. Et donc pour nous, on sait déjà de façon très claire que l'expérience et la catégorisation sociale par genre pendant la première année de vie est très influencée par l'environnement social et le fait qu'il y a beaucoup plus de femmes dans leur entourage, non, et dans leur temps passé à la maison et aussi dans leur mode de garde. Et que ça fait que le traitement des visages est beaucoup mieux pour les visages de femmes avant 12 mois. Quand on entend toutes ces études sur les stéréotypes, souvent ce qu'on peut se dire c'est que c'est triste que les enfants ils aient déjà conscience de ces inégalités-là. Mais finalement, ce qu'ils font comprendre, c'est surtout que les enfants ont un cerveau qui leur permet de comprendre leur environnement social. Donc finalement, les enfants, ils vont simplement être suffisamment intelligents pour capter ce qui se passe dans leur environnement. Ce qui est triste, du coup, c'est peut-être plutôt la question de quel environnement social ils ont à avoir, et donc à nous de nous poser la question en tant qu'adultes de qu'est-ce qu'on leur propose comme environnement. Au niveau des facteurs environnementaux, il y a aussi différents facteurs environnementaux qui ont été mis en évidence. Donc au niveau du milieu familial, mais aussi au niveau du milieu scolaire. Au niveau du milieu familial, ce qu'on sait, c'est que par exemple, les stéréotypes de genre des parents et les croyances différenciées vis-à-vis des garçons et vis-à-vis des compétences des filles des parents vont avoir un lien avec justement cette émergence et ces différences filles-garçons qu'on retrouve plus tard. Notamment, ce qu'on sait, c'est que les parents vont avoir tendance à surestimer le niveau de leur enfant en mathématiques, que ce soit une fille ou un garçon. C'est quelque chose qui est assez général. Mais ensuite, les parents vont avoir tendance à plus surestimer le niveau de leur enfant quand c'est un garçon que quand c'est une fille. Donc cette surestimation va être différente selon le genre de l'enfant. Et par ailleurs, on sait que la surestimation des capacités de l'enfant est corrélée et associée aux résultats, ensuite aux compétences en mathématiques des enfants. Donc en fait, on a une sorte de prophétie autoréalisatrice dans le sens où si les parents ont tendance à penser que leur enfant est meilleur qu'il ne l'est, ensuite l'enfant va avoir des meilleures compétences et des meilleures performances en mathématiques. Et justement, comme on a une différence de surévaluation des enfants selon si c'est une fille ou un garçon, c'est ce qui va en fait être corrélé aussi aux différences entre les filles et les garçons. Donc les parents ayant tendance à plus surévaluer le niveau de leur fils que de leur fille, on va avoir ensuite une plus grande réussite des garçons que des filles en mathématiques. Je suis maman d'une petite fille de 2 ans et demi
Et c'est vrai que je pensais que les questions sur les stéréotypes de genre allaient surtout venir à partir de l'école maternelle. Mais en fait, non, pas du tout. Ça arrive comme ça, sans qu'on s'y attende. Donc ma petite fille, elle est plutôt assez préservée de tout ça parce qu'elle n'a pas accès aux écrans et puis elle est plutôt entourée de livres du musée de poche où voilà, les stéréotypes de genre, il n'y en a pas, quoi. Mais en fait, un enfant se construit pas seulement dans son foyer, hein, il se construit aussi beaucoup à l'extérieur. Elle fréquente une nounou. Et chez la nounou, il y a plein de choses différentes de la maison, ce qui est aussi très bien. Hein. Mais voilà, il peut y avoir des livres très genrés, des jouets très genrés. Et en fait, par mimétisme, je pense, avant tout, puisqu'elle est encore un peu petite pour avoir ses propres goûts, elle va être attirée par des choses roses. En ce moment, elle veut s'habiller qu'en rose. Parfois, je la retrouve chez la nounou, elle est en train de pousser un caddie de course, elle a un téléphone portable et un sac à paillettes. Elle est un peu en mode Desperate Housewives, comme ça, à faire avec le bébé qui pleure dans les bras. C'est pas du tout ce qui se passe à la maison, mais c'est des choses qu'elle aime aborder avec ses amis et jouer. Donc on ne peut pas lutter contre ça en fait par toutes les influences extérieures qui font qu'un enfant se construit. Après, l'idée, c'est d'ouvrir le champ des possibles en proposant à ces enfants des lectures différentes, des sorties culturelles différentes. Voilà, leur montrer qu'il y a autre chose qui existe. Et puis après, c'est à lui de faire son petit cheminement pour vraiment se découvrir. Mais je pense que ça ne sert à rien de lutter. Voilà, parce que surtout, vers 2 ans, c'est un peu l'adolescence. Ils vont plutôt aller à l'encontre de ce qu'on souhaite. Donc ça ne sert à rien de lutter. Je pense qu'il faut accepter. Au niveau des résultats, donc de mes premiers résultats de thèse, on a étudié pour le moment 2 principaux facteurs qu'on essaye de lier aux différences filles-garçons en mathématiques. Donc des facteurs au niveau familial et des facteurs au niveau scolaire. Donc je vais peut-être commencer par les facteurs au niveau familial. Donc ce qu'on a fait en fait, c'est qu'on a créé une variable qui représentait la répartition des tâches ménagères dans la famille et des soins à l'enfant. Et donc, comment cette répartition était faite entre les pères et entre les mères. Donc, globalement, ce qu'on observe et ce qui est observé de toute façon en France et dans le monde, c'est que ça va être plutôt les femmes qui vont avoir tendance à prendre en charge une plus grande partie de ces tâches ménagères et de soins à l'enfant. Mais quand même, selon les familles, ça va varier. Donc, parfois, ça va être très balancé. Parfois, ça va être même plutôt les pères qui vont avoir tendance à prendre en charge ces tâches ménagères et ces soins à l'enfant. Mais donc ensuite, ce qu'on a essayé de faire, c'est regarder est-ce que cette répartition des tâches ménagères, elle était liée aux différences qu'on observe entre les filles et les garçons. Et en effet, ce qu'on a trouvé, c'est que dans les familles les plus traditionnelles, donc dans les familles dans lesquelles c'est plutôt la mère qui va avoir tendance à avoir le plus en charge les tâches ménagères, dans ces familles-là, on va avoir de plus grandes différences entre les filles et les garçons. Alors qu'au contraire, dans les familles qui sont moins traditionnelles, donc dans lesquelles la répartition est plus balancée et plus équilibrée, on va avoir des moins grandes différences de genre entre les filles et les garçons. Donc ça, c'est le premier aspect familial qu'on a regardé. Ces exemples illustrent l'importance du rôle que peuvent jouer les parents dans le développement des compétences de leurs enfants et de leur confiance en elles et en eux, influençant leur réussite scolaire. Bien que le sujet des stéréotypes de genre soit de plus en plus démocratisé dans la société française, la notion de parentalité différenciée nous rappelle la présence encore trop importante d'un système de genre installé au sein des foyers et des familles. Alors, par parentalité différenciée, on entend le fait que les rôles parentaux à l'intérieur des couples hétérosexuels soient asymétriques et différents. On pourrait dire complémentaires. Le fait, par exemple, qu'on considère que les mères soient presque physiologiquement portées aux soins et capables de prendre soin d'un nourrisson, que leur place soit au foyer auprès des enfants, alors que le rôle des pères est plutôt celui de pourvoyeur, celui aussi d'exercer l'autorité au sein de la famille. Donc c'est des rôles parentaux qui sont asymétriques parce qu'on considère aussi qu'il y a une hiérarchie entre les deux rôles, et c'est aussi des rôles parentaux qui génèrent puis des inégalités au sein de la société, parce que cette vision, par exemple, des mères comme plus liées au domaine familial, aux soins,
produit puis un frein à la carrière des femmes notamment, mais pas que, dès l'embauche et puis aussi une fois, par exemple, dans l'évolution de la carrière, dans l'évolution de la carrière notamment, mais même en termes de retraite. Donc il y a des asymétries qui sont générées par cette vision de la parentalité très normative et très asymétrique. Afin de lutter contre les stéréotypes véhiculés par les familles, les professionnels de petite enfance ont un rôle essentiel à jouer. On parle alors de coéducation. Le rôle de la famille est un rôle primordial, mais je tiens à souligner que la famille n'est pas la seule, surtout en ce moment, vu qu'on a même une commission pour la parentalité qui veut cibler les parents défaillants. Donc, il faut vraiment souligner que ce n'est pas la seule instance qui s'occupe de l'éducation des enfants. Ceci dit, l'éducation, c'est vraiment une responsabilité collective pour moi. Ceci dit, c'est important de souligner que la famille est aussi la première instance de socialisation et c'est une instance qui œuvre à plusieurs niveaux. Tout d'abord, bien évidemment, le rôle des parents ou des grands-parents ou des tantes, oncles, etc. C'est aussi en quelque sorte par le biais des activités, des jeux, des objets qu'on propose aux enfants, on peut se dire qu'on véhicule ou pas, ou on véhicule ou on défait certains stéréotypes. Donc, premier niveau, disons, plus explicite, plus évident. Mais il y a aussi un niveau plus, disons, implicite, mais tout aussi important, c'est-à-dire le niveau du modèle qu'on offre aux enfants. On a beau vouloir offrir, par exemple, des dinettes à un garçon ou des poupées à un garçon, si à l'intérieur du foyer, on a un partage qui n'est pas équitable, ce que les enfants voient et que puis ils vont mettre en pratique, c'est un modèle asymétrique inégal du partage des tâches, par exemple, ou du partage des tâches domestiques ou du partage des tâches parentales. Donc, c'est très important de pouvoir en quelque sorte offrir des possibilités, des activités, des objets aussi qui sont variés d'un point de vue du genre, mais c'est aussi important de penser, de réfléchir au modèle que nous offrons à nos enfants par le biais vraiment du comportement, de la relation, des responsabilités, des discours qu'on a, quelles sont les pratiques, les discours qu'on a à l'intérieur du foyer. Et justement, quels sont les constats observés sur le terrain concernant les stéréotypes de genre ? Ceux que j'ai pu repérer de façon un peu plus quotidienne, on va dire, ça va être toute la question déjà de l'aménagement de l'espace. Déjà au sein même de l'aménagement de l'espace, en fait, le lieu dans lequel les enfants évoluent au quotidien, on se rend compte que inconsciemment, on va déjà revivre des situations de la vie quotidienne en mettant justement tous les espaces moteurs au centre et tous les espaces plus d'imitation en périphérie, parce que le moteur prend plus de place et que cette relation entre pairs en fait va déjà créer une distinction entre qui va utiliser l'espace moteur ou non, et après ça va se répercuter justement dans les cours de récréation et dans l'espace public où on se rend compte que l'espace central est plus utilisé par les hommes que par les femmes et que du coup inconsciemment, de par cet aménagement-là, on arrive déjà à faire une distinction en fait de qui va utiliser l'espace et de quelle façon. Donc il y a la question de l'aménagement de l'espace. Et du coup, dans l'organisation de l'espace, ça va se comprendre avec les activités des garçons qui vont prendre plus de place matériellement, comme on dit, les terrains de foot qui occupent 80% de l'espace à des moments des cours de récréation. Et donc, c'est des activités qui sont associées au masculin, qui sont valorisées. Et voilà, et même si en mettant des terrains de foot au centre de la cour de récréation, on ne se dit pas forcément qu'on le fait pour les garçons spécifiquement. De fait, c'est comme ça que les garçons se sont construits et ont appris que c'était aussi leur lieu et leurs activités. Et voilà, et du coup, toutes les activités qui sont plus associées au féminin vont être reléguées soit en intérieur, donc les activités artistiques par exemple, tout ce qui est aussi de la question de prendre soin, comme c'était dit, qui sont des activités qui sont moins valorisées, moins mises en avant. Et dans la cour de récréation, du coup, c'est comme ça que l'espace il se partage, finalement. Voilà. Et c'est ça qui interroge beaucoup aussi.
hein. C'est-à-dire que finalement, pourquoi à côté de cet espace-là, même s'il est restreint, etc., ne jouent pas ensemble des filles et des garçons? Et tout ça, c'est aussi parce que on va entendre très vite chez les enfants, et chez les garçons en particulier, j'ai peur d'être traitée de fille si je vais jouer avec les filles. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a aussi ce sujet-là qui est important. C'est qu'être à égalité et partager un espace, c'est que chaque sujet finalement, chaque chose dont j'ai envie de jouer, ou par exemple la place des lecteurs et des lectrices, la place de la culture, la manière de faire société autrement, jouer, dessiner, etc., ça ne prend pas une égale valeur dans le partage de l'espace. Et toi, t'aimes bien quoi? Et les ballons de foot. Les ballons de foot. Ok. Non, et ben moi, les tortues. Ça se traduit dans l'aménagement, mais pas seulement. En fait, ça se traduit aussi dans l'organisation et l'animation des espaces. Donc pour moi, ce qui est important là-dedans, c'est le fait aussi de... Enfin, nous, on observe souvent quelque chose de systématique. C'est-à-dire que, à la limite, qu'il y a un terrain de foot, ok, bon, c'est un aménagement qui est figé, qui est prescriptif. Donc pour nous, c'est pas forcément l'aménagement le plus intéressant. Mais en attendant, ce qui est vraiment à questionner dans le fond, c'est le fait que ce soit systématiquement les mêmes groupes qui utilisent ce même espace, systématiquement la même forme d'animation sur cet espace, etc., etc. Et systématiquement aussi les mêmes enfants qui représentent en fait une petite minorité en fait à l'échelle de l'établissement. Que ce soit systématiquement eux qui se sentent légitimes à investir cet espace. Pour moi, c'est vraiment le côté systématique qui est vraiment qui se traduit en fait. Et cette tendance des garçons à occuper et à animer l'espace s'accompagne également d'interactions verbales genrées qui vont de la réprimande au surnom, en passant par les adjectifs associés plutôt aux filles. Que tu es jolie. Ou aux garçons. Dis donc, tu es super fort. De la part des parents, certes, mais aussi et surtout des professionnels. Il y a aussi la façon qu'on a de s'adresser à eux. On est encore aujourd'hui au moment de l'accueil notamment, parce que c'est une mine pour faire des observations le temps de l'accueil, en fonction des tenues vestimentaires des enfants. Alors évidemment, les professionnels ne sont pas seuls responsables, c'est que les parents, en miroir, vont envoyer des signaux qui font qu'ils attendent aussi des réactions. Quand on voit des petites filles arriver avec des petites robes tout apprêtées, avec des rubans dans les cheveux, enfin des rubans, des bandeaux, je sais pas quoi, et que les professionnels vont leur dire « Oh bah dis donc, tu es bien jolie, tu es élégante », on va être beaucoup autour de la valorisation du paraître chez les petites filles, de l'apparence. Alors que les petits garçons, c'est assez rare qu'on leur dise « Oh, mais que tu es beau ce matin, mais que tu es élégant, mais que tu es… » Et on va par contre plus valoriser, en tout cas relever des éléments sur leur tenue quand ça va être de l'ordre de « il a des nouveaux baskets de telle marque » où on va lui dire « Oh là là, bah, tu dois courir vite avec ça, oh là là, bah, tu vas pouvoir sauter haut, tu vas pouvoir… » Où on est pour les petits garçons sur de la valorisation de la performance. Je dirais aussi au niveau de tout ce qui va être la verbalisation qu'on va avoir auprès d'eux. Ça va être à travers les surnoms qu'on peut avoir, qui va en fait véhiculer des stéréotypes de genre. Et par rapport aussi par rapport aux encouragements ou aux injonctions qu'on va leur faire. On se rend compte qu'on va réprimander beaucoup plus les garçons. Parce que dans l'inconscient, c'est ceux qui vont être le plus moteurs, qui vont du coup défier beaucoup plus les interdits et qui vont faire beaucoup plus de choses dont on n'a pas le droit. Et donc on va beaucoup plus les interpeller pour leur donner des limites qu'on va moins facilement faire envers les filles. Et donc du coup ça pose énormément de questions aussi par rapport à la relation qu'on va créer avec l'enfant et par rapport aussi à la place qu'ils vont avoir. Parce qu'après ça va se répercuter sur justement… quelle est la place de la fille dans un groupe de garçons. Est-ce que ça va être justement une forme de catalyseur, celle qui va en fait créer un calme ou un cadre parce que les garçons n'en sont pas capables, parce que c'est ce qu'on leur a déjà proposé dès le début. Et donc, dans la deuxième année de vie, donc de 18 à 24 mois, ils apprennent aussi tous les mots liés au genre, donc fille, garçon, dame, monsieur, et ils se catégorisent eux-mêmes dans une catégorie. Et donc, un troisième mécanisme là, qui est très, très important pour la catégorisation de genre, est plutôt social, motivationnel,
qui fait que les enfants sont plus intéressés par ceux qui les ressemblent plus. Et donc, les enfants préfèrent ceux qui parlent la même langue qu'eux-mêmes, qui sont de la même âge, et donc ensuite qui ont le même genre qu'eux-mêmes. Et ça fait qu'ils préfèrent interagir avec des individus, avec d'autres enfants qui ont le même genre qu'eux-mêmes, et ils les évaluent de façon plus positive. Alors effectivement, on parle d'enfants qui ont moins de 3 ans, mais néanmoins, on va les valoriser dans des champs qui ne sont pas les mêmes. Et ça va contribuer à alimenter ces stéréotypes de rôles sociaux qui vont être différents selon les filles et les garçons et qui vont alimenter ces stéréotypes dans le sens d'une fille, ça doit être plutôt doux, mignon, soigné, alors que les petits garçons vont être plus physiques, plus performants dans leurs capacités motrices, et ça sans que jamais les professionnels ne s'en rendent compte en fait. C'est quelque chose qui fait partie du quotidien et voir quand les enfants entre eux aussi ont des interactions très normées du point de vue de la répartition des rôles sexués. Par exemple, un petit garçon qui va chanter à tue-tête une chanson de la Reine des Neiges et que des petites filles de 3 ans vont lui dire « mais t'as pas le droit de chanter ça, c'est une chanson de fille » et que personne n'intervient. C'est dans le laisser dire, le laisser faire, on est pourtant sur des possibles inégalités, même si effectivement l'enjeu n'est pas flagrant sur l'instant, mais ça commence tôt. On a aussi identifié différents facteurs à l'origine des différences filles-garçons au niveau du milieu scolaire. Donc là, ça va être plutôt au niveau des enseignants et des enseignantes. Donc par exemple, on sait que les stéréotypes de genre des enseignants et des enseignantes sont associés aux différences filles-garçons. Donc dans les classes dans lesquelles les enseignants et les enseignantes ont de plus forts stéréotypes de genre, il va y avoir aussi de plus grandes disparités entre filles et garçons en mathématiques. De la même manière, dans les classes dans lesquelles les enseignants et les enseignantes ont tendance à interroger plus les garçons que les filles en mathématiques, on va également retrouver des plus grandes disparités de genre en mathématiques. On sait assez régulièrement que la prise de parole, elle n'est pas répartie équitablement entre les filles et les garçons. Aussi, quand bien même en termes de volume, il n'y a plus trop de différence, le contenu de ces prises de parole ne sont pas les mêmes, c'est-à-dire avec des filles davantage sollicitées pour rappeler le savoir, la leçon d'avant, parce que comme elles sont studieuses, elles ont appris. Et les garçons, comme on pense qu'ils ne vont pas être capables de rappeler le savoir et qu'on va y passer un temps fou, sollicités pour créer le savoir nouveau. Et là, évidemment, on crée une représentation de filles qui sont là pour répéter un savoir déjà existant et de garçons pour faire avancer la science. Dans une étude que nous avons menée dans notre projet ANR, on a essayé de comprendre si les enfants de maternelle avaient des attitudes différentes vers une femme qui était dans une situation de pouvoir par rapport à un homme qui était dans une situation de pouvoir. Donc on savait déjà que les enfants avaient des stéréotypes qui associaient le pouvoir avec le genre masculin. Et donc notre question là était s'ils avaient aussi des attitudes différentes ou des attitudes qui étaient peut-être en accord avec ces stéréotypes. Et donc la façon d'étudier, de poser cette question était de montrer aux enfants des vidéos où il y avait 2 adultes, soit 2 femmes, soit 2 hommes, soit une femme et un homme qui se disputaient pour un objet. Et donc, dans la situation mixte qui nous intéressait le plus, parfois c'était la femme qui gagnait, parfois c'était l'homme qui gagnait. Et donc, la question qu'on posait aux enfants était avec qui ils préféraient s'affilier. Est-ce qu'ils avaient une attitude plutôt positive vers l'homme qui gagnait parce que c'était en accord avec le stéréotype, ou peut-être ils avaient une attitude plutôt positive vers l'individu qui était du même genre qu'eux-mêmes. Et les résultats qu'on a trouvés là est que les enfants préféraient plutôt les gagnants, sauf si l'individu du même genre qu'eux-mêmes était en désavantage. Donc ça veut dire qu'il y a des forts biais, des préférences pour d'autres enfants et adultes qui ont le même genre que les enfants. Et on trouve que c'est un résultat plutôt positif.
Donc, ça nous permet aussi de se poser des questions et d'imaginer des possibles interventions pour diminuer, pour réduire les inégalités de genre, qui peut-être visent plutôt à maintenir cette préférence de genre et à continuer à favoriser, à avoir dans une lumière plutôt positive les autres individus, non, qui ont le même genre que le soi. Et le bleu pour les garçons. J'adore le bleu, je déteste le rose. Pour moi, la première chose, c'est déjà qu'ils ont un rôle d'exemplarité, dans le sens où quand un enfant il voit des adultes, femmes, hommes, manger ensemble, discuter ensemble, passer un moment ensemble, être en contact finalement, déjà c'est une représentation qui est importante. Ils ont un rôle d'exemplarité aussi dans les animations par exemple. Si y a une femme qui anime une partie de rugby, un homme qui anime un atelier créatif, du coup ça envoie aussi un message aux enfants. Ça leur montre que c'est possible. Ça leur montre, en fait c'est ça, c'est montrer que c'est possible et avoir un rôle de représentation. Et je pense que ça va au-delà des représentations femmes-hommes au final. C'est avoir tout un panel de représentations diverses. Donc ça passe par les représentations adultes, mais aussi par les représentations de toutes les images en fait, qu'on a autour de nous. S'éloigner le plus possible du stéréotype pour permettre aux enfants de se projeter dans autre chose. Mais oui, un peu dans la même idée, pouvoir toujours penser en fait ces rapports filles-garçons et penser que c'est des rapports qui ne sont pas neutres et du coup avoir aussi ce rôle d'être proactif dans comment on réagit face à certaines situations, quand on est témoin de certains actes. Par exemple, comme on avait pu l'observer sur un terrain, avec du coup on avait organisé des parties de football et un petit garçon avait fait une remarque en disant qu'il ne voulait pas jouer avec les filles. À ce moment-là, l'adulte a le rôle de reprendre le petit garçon parce que ça ne normalise pas en fait ce genre de propos, ça les laisse pas passer comme entendables et c'est je pense ce qui permet aussi d'aller à contre-courant en fait je sais pas comment dire mais de ces normes et de les laisser s'inscrire en fait sans les questionner. Je pense que c'est aussi le rôle que l'adulte peut avoir. Je pense que c'est aussi dans le discours, travailler aussi la manière dont on parle aux enfants. Moi j'ai un exemple qui me revient souvent en tête parce que ça m'avait vraiment marqué. Dans une école, il y avait une petite fille qui demandait à une animatrice ou à une enseignante de jouer avec elle et l'enseignante lui avait dit écoute, elle faisait de la corde à sauter et elle lui a dit va chercher une copine pour jouer avec toi. Et en fait, rien que ce genre de petites choses, en fait, ça peut paraître rien, mais ça va faire penser cette petite fille qu'il n'y a que des filles qui jouent à la corde à sauter. Donc en fait, typiquement, mais c'est long en fait, c'est un regard c'est des clés de lecture qui sont longues, c'est un regard qui s'aiguise au fur et à mesure, mais je pense que c'est important que les adultes se sensibilisent à ces problématiques et apprennent à observer en fait leurs pratiques et leur environnement avec ces clés de lecture-là pour pouvoir petit à petit déconstruire en fait ça. La socialisation des jeunes enfants passe donc à la fois par l'occupation de l'espace et la verbalisation avec des adultes et entre pairs, mais pas que. Et à côté de ça, on a donc le rôle de l'école qui est central, le rôle de la famille élargie, donc une famille qui peut être biologique, mais dans ce terme, moi je mets aussi les rapports interpersonnels avec des amis par exemple, qui ont un rôle important pour l'éducation des enfants. Puis on a bien évidemment tout ce qui est littérature, mais aussi tout ce qui est film, dessins animés, même la publicité joue un rôle important pour la formation de l'imaginaire, pour en quelque sorte façonner aussi les désirs et les souhaits des enfants. Donc on a plusieurs instances de socialisation et moi la chose qui me tient beaucoup à cœur c'est vraiment
de souligner la complexité de l'éducation, mais complexité au sens étymologique du terme, c'est-à-dire de ce qui est tissé ensemble. Parce que l'éducation, c'est comme un tissu, il y a plusieurs fils qui s'entremêlent, et c'est important d'en tenir compte pour avoir un partage aussi, pour se dire que c'est une responsabilité collective et faire en sorte que ça devienne un sujet politique. Intéressons-nous maintenant aux médiums culturels qui permettent de créer les liens du tissu social et qui véhiculent à leur tour de nombreux stéréotypes de genre qu'il convient d'interroger. Les licornes, alors non, la science, le rose, Les garçons. j'adore le bleu, je déteste le bleu, et je déteste le rose. J'ai peur des araignées, je suis forte. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Les poutins roulettes. Qui en fait, c'est filles et garçons.